Bruxelles est-elle la capitale du bloc de béton? En ce moment, à Bruxelles, il y en a environ 8000 et comme ici à Montgomery, ça permet par exemple de supprimer une bande de circulation, de sécuriser quelques passages pour les cyclistes aussi, où il y a des fameux chaînons manquants, mais c'est devenu l'une des cibles à abattre en termes de mobilité du gouvernement d'Iliès. Alors, ils vont disparaître petit à petit, mais par quoi seront-ils remplacés? On en parle tout de suite, juste après ça. Générique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le tram. Bruxelles est-elle donc la capitale du bloc de béton? Je me tourne vers vous, Camille Thierry. Vous travaillez chez Bruxelles Mobilité, vous êtes porte-parole. Il y en avait tant que ça, des blocs de béton à Bruxelles? Alors rien que sur les voiries principales gérées par Bruxelles Mobilité, oui, plus ou moins 6000 blocs de béton, donc c'est effectivement beaucoup. Ça, c'est sur les voiries régionales. Après, il y avait aussi les Il voiries y a communales. aussi les voiries communales, par exemple les blocs de béton qu'on trouve au bois de la Cambre. Là voilà, c'est plutôt la ville de Bruxelles. Ils servent à quoi en termes de mobilité, les blocs de béton? Alors il y a différents cas de figure. D'abord, il y a l'usage qui n'est pas celui de la mobilité, qui est l'usage antiterroriste, pour éviter par exemple qu'une voiture bélier ne fonce dans la foule sur une esplanade, sur un trottoir ou dans un bâtiment. Et donc là, il y en a beaucoup qui ont été placés ces dernières années pour cette fonction-là. Et il y a ceux qui servent effectivement à la mobilité, soit pour faire des tests de mobilité avant un aménagement définitif pour une zone, soit pour séparer, en termes de sécurité routière, des flux d'usagers. Par exemple, séparer une piste cyclable de la voirie de manière efficace. On a vu une augmentation exponentielle ces dernières années. C'est depuis quoi? Depuis le Covid environ? Alors effectivement, des aménagements temporaires, notamment dans le cadre du Covid, où on a fait beaucoup de pistes cyclables en peu de temps. Et puis, comme je vous disais, donc la question du terrorisme aussi, qui fait qu'on équipe de plus en plus de zones piétonnes ou d'esplanades ou de trottoirs, de blocs de béton pour éviter les voitures béliers. Il y avait le principe des fast tests, c'est ça, on utilisait beaucoup de blocs de béton pour des fast tests. Je me souviens des pistes cyclables qui ont été dressées pendant le Covid, c'était des tests de mobilité. Quelle est un petit peu la politique par rapport à ces fast tests? Alors, un test, évidemment, n'est pas censé se prolonger outre mesure. Donc, la règle pour un test, c'est qu'en déant les 2 ans, on doit obtenir un permis d'urbanisme. Mais à partir du moment où on a le permis d'urbanisme, on n'est pas nécessairement en état de faire tout de suite le chantier. Donc, il faut aussi coordonner les chantiers, il faut trouver un entrepreneur. Et donc, c'est possible que des blocs qui ont été placés dans le cadre d'une phase test perdurent 2, 3, 4 ans, le temps qu'on puisse faire l'aménagement définitif qualitatif. C'est ça qui a fait un petit peu la polémique sur ces fameuses fast tests qui étaient interminables. 2 ans, attente de permis, 4 ans, on arrive en 2026 et c'est pour ça que des fast tests, en réalité, n'ont pas réellement été régularisés, on peut dire ça? Alors régulariser, si, on doit tout à fait régulariser et comme je vous disais, on doit avoir un permis d'urbanisme délivré en déant les 2 ans de la mise en place d'un test. Parfois, l'aménagement pouvait se faire rapidement, ça a été le cas à certains endroits. Parfois, voilà, ça prend plus de temps, il faut les accords de tout un chacun, des différents niveaux de pouvoir et ça peut prendre davantage de temps et aussi pour l'exécution du chantier. Il y a des endroits à Bruxelles où il y a eu des rétropédalages en quelque sorte, ou alors systématiquement on a continué à en développer, c'est pour ça qu'on est arrivé finalement à 8000. Mais il y a des endroits où c'est assez consensuel sur ce qu'on va faire, au niveau par exemple du rond-point Montgomery, où on a fait ce test de réduire le nombre de bandes et où là, voilà, on est plus ou moins d'accord sur ce que ça va donner. Il y a des endroits plus compliqués, comme l'avenue Roustin par exemple, à Jette. Il y a l'avenue de la Toison d'Or, il y a eu une grosse, on peut dire quoi, c'est une opération com un petit peu des ministres de la mobilité, de l'urbanisme et du ministre-président Boris Deliès qui était là pour enlever des blocs de béton. C'était un petit peu une opération com du politique pour montrer on les enlève, on est là. Mais c'était pour montrer en fait que cette histoire d'enlever les blocs de béton pour améliorer le look and feel de Bruxelles, c'est une volonté politique qui a été dans l'accord de gouvernement. Ouais, c'est noir sur blanc dans C'est l'accord noir de sur gouvernement. blanc dans l'accord de gouvernement et donc on a pu avoir les moyens effectivement de commencer une phase d'enlèvement de tous les blocs de béton qui ne sont pas absolument nécessaires pour la sécurité. À ce niveau-là, par exemple, Toison d'Or, il y a des blocs de béton qui ont été enlevés, mais ils sont encore quasi tous là. On sait quand est-ce que l'aménagement définitif verra jour? Alors, à Toison d'Or, il y en a beaucoup qui ont été enlevés pour être remplacés, par exemple, par des potelets. C'est le cas donc pour ceux qui protégeaient la piste cyclable, qui ne sont maintenant plus là. Et c'est plus safe, ça? C'est plus sûr? C'est plus en termes de sécurité routière?
Alors, c'est normalement safe parce que ces potelets sont quand même relativement solides, mais les blocs de béton peuvent être aussi remplacés par autre chose, hein. On peut avoir donc des potelets fixes ou amovibles, on peut avoir des bacs à plantes en acier corten, on peut avoir du mobilier urbain, on peut aussi décider de ne pas enlever les blocs de béton, mais d'améliorer leur esthétique. Il y a des projets comme ça d'appropriation par des riverains ou de peinture, de fresques et ce genre de choses. Donc, il y a différentes solutions qui doivent être envisagées en fonction de où se trouve le bloc et quelle fonction il a. C'est comme ça qu'évolue le mobilier urbain. Ça évolue beaucoup à Bruxelles en 2026. Le mobilier urbain, il y avait ces blocs de béton, parfois ça devient des potelets. Comment est-ce qu'on crée du nouveau mobilier urbain au niveau de l'administration, par exemple? Alors, il n'y a pas vraiment de création, sauf dans le cadre de beaux grands projets comme ceux de la place Flagey ou de Rogier, où là, on a vraiment un concours d'architecture avec des propositions de mobilier urbain qui vont aller avec le concept qui est dessiné pour l'endroit. C'est comme ça qu'on peut se retrouver, par exemple, place Flagey avec ses bancs ronds et qui tournent. Ça fait c'est longtemps, vraiment, cela, ouais. ça, c'est vraiment du fait sur mesure. Il y a du mobilier urbain qui est fait sur mesure comme ça, mais sinon, en général, c'est du mobilier urbain qu'on trouve dans des catalogues. Il y a des prescriptions urbanistiques qui existent en termes de critères de durabilité, d'efficacité, de facilité de nettoyage et d'entretien. Et donc, en général, quand on va chercher du mobilier urbain, on va chercher dans les catalogues qui existent avec les prescriptions urbanistiques et aussi les entrepreneurs qui peuvent les mettre facilement à disposition. Il y a beaucoup d'évolutions au niveau du mobilier urbain. On sait qu'en 2026, on parle beaucoup de la ville inclusive, de la ville pour tous, pour toutes. À ce niveau-là, il y a des évolutions dans le mobilier urbain. Comment vous voyez ça au niveau de Bruxelles Mobilité? Alors le mobilier urbain, comme je vous le disais, il faut qu'il soit vraiment facile d'entretien. Pratique. Il faut qu'il soit aussi de qualité. Donc on essaye aussi d'avoir les choses qui sont le plus durables possible en termes de matériaux. Donc oui, il y a toute une série de réflexions à ce niveau-là, oui. Et quand on travaille alors avec des sous-traitants, par catalogue, comme vous l'expliquez? Oui, par catalogue et dans le cadre de grands marchés publics où on a effectivement listé tous les types de potelets ou tous les types de bacs, par exemple en acier corten, de bacs à plantes qu'on peut utiliser en voirie, et on va alors pêcher là-dedans pour, quand on doit réaménager un endroit, aller commander le matériel et le mobilier ad hoc. Revenons-en au bloc de béton. On pourra dire à un moment qu'il n'y en aura plus dans Bruxelles et que tous auront été régularisés, ou l'idée c'est d'en garder certains? Alors l'idée, c'est d'en enlever le plus possible et d'en garder là où on ne peut pas mettre autre chose, où ils ont peut-être plus d'efficacité qu'un autre type de mobilier urbain. Et puis, comme je disais aussi, il y a la possibilité de faire un peu de la réutilisation de ces blocs de béton avec peut-être des personnes qui vont aller les améliorer en termes esthétiques, des graffeurs ou autres. Ça peut aussi être une appropriation de l'aspect urbain. Merci à vous, Camille Théry, pour toute cette explication. Porte-parole de Bruxelles Mobilité, des blocs de béton qui sont donc bien souvent des dispositifs temporaires, une solution facile pour permettre la sécurité de toutes et tous, des cyclistes notamment. Et on va parler des chaînons manquants dans les prochaines secondes. Et on continue avec vous, Sarah Tori. Sarah, vous êtes chercheuse à la VUB et vous avez utilisé les données de l'application Strava, l'application bien connue de course à pied, de cyclisme, pour définir les chaînons manquants de la politique de mobilité à Bruxelles. Expliquez-moi un petit peu comment vous avez procédé. Alors, on est parti du constat qu'à Bruxelles, on a des données sur les flux cyclistes qui sont quand même assez importants au niveau des points compteurs fixes. Donc, il y a des compteurs fixes sur la région qui enregistrent cela. Les bornes. Les bornes, exactement. Ouais. Mais par contre, il y a plein d'endroits où en fait, on n'a aucune idée de combien de cyclistes passent sur la journée, enfin sur la semaine. Et donc, du coup, on voit que pour aider à développer une politique d'infrastructure cyclable, c'est quand même intéressant de voir où sont les cyclistes. Du coup, on est parti de ce constat-là et on s'est dit, est-ce qu'il y a moyen d'aller combiner des données compteurs et des bornes vélo qui sont des points fixes, qui ont des comptes de passage très importants, avec des données Strava, où il y a du coup moins de personnes sur l'application, mais par contre qui ont une représentativité géographique plus importante, pour aller après regarder où mettre éventuellement de l'infrastructure cyclable. Et alors, toutes ces données, par exemple de Strava, une application commerciale, on peut les avoir, vous les avez ouvertes à tous, au public? Pas au public, mais en fait, nous, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu un accès académique, parce que moi, je travaille pour une université, et donc en tant qu'académique, on pouvait décrire le projet de recherche qu'on voulait mener, et Strava évaluait les demandes qu'ils recevaient, et il donnait accès aux académiques pour télécharger des données.
C'était quoi l'objectif de cette étude? Alors l'objectif c'était de voir déjà si on arrivait à construire un modèle en combinant ce type de données, parce que du coup il y a le croisement de données Strava, le croisement de données des bornes cyclables et le croisement des données géographiques sur l'infrastructure cyclable aujourd'hui à Bruxelles. Donc on voulait voir, ok, est-ce qu'il y a moyen de construire un modèle et utiliser toutes ces données en combiné. Donc ça c'était plus l'enjeu académique. Et puis après, on s'était dit, mais en faisant tous ces croisements de données, est-ce qu'on peut du coup fournir un outil d'aide à la décision pour l'infrastructure cyclable? Et alors les conclusions, qu'est-ce que ça a donné cette étude? Les conclusions, c'est que déjà, c'est faisable. Donc on a réussi à combiner toutes ces données et qu'il y a des choses sensées qui sont sorties du modèle. Et en même temps, on s'est rendu compte qu'effectivement, on identifiait des points à Bruxelles qui, par déduction logique aussi, ont effectivement un haut flux cyclable, mais aujourd'hui pas d'infrastructure séparée. Après, nous, on est parti vraiment à la définition d'infrastructure séparée, parce que dans la littérature, on voit que vraiment être séparé du trafic automobile est quelque chose qui est plus sécurisant. Donc pour des nouveaux cyclistes, des gens qui n'ont pas l'habitude de faire du vélo, ça peut être une barrière, un frein au vélo de ne pas être d'être mélangé au trafic. Ouais. Et donc du coup, nous, on s'est dit, ben voilà, où est-ce qu'on pourrait, à Bruxelles aujourd'hui, placer des infrastructures vraiment séparées. Donc il y a des tronçons comme l'avenue de la Couronne qui sont ressortis, qui est une grosse avenue où il y a un type d'infrastructure, on va dire, parce qu'il y a une bande bus partagée. Une bande de bus, exact. Voilà, ouais. une bande de bus partagée, et puis il y a une petite, il y a du marquage au sol aussi à certains endroits. Mais effectivement, du coup, on est mélangé au bus, on est mélangé au vélo, mais qui est quand même une grosse avenue, et donc du coup, il y a énormément de cyclistes qui y passent, et il pourrait y en avoir plus potentiellement. Donc si je récapitule un petit peu, vous avez essayé de matérialiser les flux cyclables de Bruxelles de manière la plus exhaustive possible, et puis vous avez calqué les infrastructures cyclables. Et en fonction de ça, on comprend vraiment où il y a des endroits, les fameux chaînons manquants. Exactement. Avenue de la Couronne, il y en a d'autres par exemple que vous pouvez identifier? Oui, tout à fait. On a identifié aussi la rue d'Ansart au centre. Il y a plusieurs parties le long du canal. Il y a l'avenue du Pommier à Anderlecht qui est un endroit où les gens rentrent du coup dans Bruxelles. Vous avez confronté des cyclistes à ça? Est-ce que vous avez eu des réponses de cyclistes qui vous disent ouais, en effet, là, c'est vrai qu'il y a un petit problème sur ces 100-200 mètres que vous évoquez? Donc, nous, on n'a pas été en contact avec des cyclistes. Je pense que ce serait intéressant d'avoir du coup un ressenti du sentiment de sécurité aux cyclistes. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que par contre, ce qui ressort dans les analyses qu'on a fait, c'est que comme on a choisi vraiment une définition très stricte d'infrastructure étant infrastructure séparée, ça veut dire que les rues qui en sont ressorties sont quand même des rues où il y a un type d'infrastructure. Il serait intéressant, par exemple, d'aller regarder une rue où il n'y a vraiment rien. Est-ce que du coup, quel est le flux sur ces rues-là? Mais du coup, le modèle qu'on a construit agit vraiment comme un compteur virtuel. Donc si demain on plaçait une borne, un compteur vélo à cet endroit, qu'est-ce qui mesurerait? Et du coup, c'est très flexible dans l'application qu'on peut en faire. Maintenant, vous avez ces données, cette étude, les chaînons manquants. C'est quoi l'objectif? D'aller chez le politique, je suppose? Donc effectivement, nous dans l'idéal, ce qu'on veut, c'est fournir une aide à la décision. Donc si le modèle peut être utilisé pour des décisions, pour prendre des décisions au niveau de l'infrastructure cyclable, c'est exactement ce qu'on recherche. Après, on peut tout à fait aussi peaufiner le modèle parce qu'il y a peut-être des améliorations à faire, d'autres types de données à ajouter. Par contre, ce que je veux quand même souligner, c'est que nous, on n'est pas urbanistes. Donc les chaînons qu'on a identifiés, peut-être qu'après une étude de faisabilité, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas la place, il n'y a pas la possibilité de mettre une infrastructure séparée à cet endroit-là. Mais par contre, elle donne quand même un ordre de grandeur et une direction. Donc voilà, si on prend l'avenue de la Couronne, si c'est pas faisable sur l'avenue de la Couronne même, peut-être qu'il y a des voies parallèles qui seraient aussi intéressantes où des cyclistes pourraient facilement être déviés avec une infrastructure cyclable. Donc c'est vraiment un outil d'aide à la décision sans pour autant fournir une étude urbanistique des endroits. C'est un outil supplémentaire. Tout à fait, exactement. Et vous avez déjà eu des retours politiques par rapport à ça? Vous êtes déjà venu dans des cabinets, par exemple, proposer cette étude? Donc on a été invité par Bruxelles Mobilité à venir présenter les résultats, ce qui a donné des discussions très intéressantes sur les types de données ou les types d'analyses supplémentaires qu'on pourrait faire pour encore mieux répondre. Mais par exemple, ce que je disais par rapport à l'infrastructure cyclable séparée, qui est la définition que nous on a utilisée, une remarque a été oui, mais quelque part le fait qu'il y ait un peu d'infrastructure, c'est potentiellement mieux que pas d'infrastructure. Donc pourquoi pas répliquer les analyses en prenant comme critère aucune infrastructure et aller regarder dans les rues où il n'y a rien, où ce serait le plus intéressant de répondre à une demande de cyclistes. Merci Sarah pour ces explications et on continuera à suivre un petit peu l'évolution en fonction des points nœuds, des chaînons manquants que vous avez identifiés. Merci à vous Sarah, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même tram. Excellente soirée.